Grand angle consacré à la situation en Ukraine au 6e jour de l'invasion russe. Direction sans plus attendre un village ukrainien où l'on va retrouver une habitante de Kharkiv qui a pris la fuite alors qu'on le disait, les bombardements se multiplient sur la deuxième ville d'Ukraine. Bonsoir Anastasia, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dans l'obscurité, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi d'abord? Coupure d'électricité ou tout simplement pour vous protéger? Bonsoir. Oui, c'est pour nous protéger parce qu'on est censé ne pas allumer la lumière pour ne pas attirer l'attention. Hmm. Vous avez quitté Kharkiv, est-ce que vous pouvez C'est nous à dire... Kharkiv comme Oui, ici. allez-y. Allez-y, je vous écoute. C'est la même mesure à Kharkiv et ici. Elle est éloignée. Apparemment, ici, il n'y a pas de bombardement, c'est plus calme, mais tout de même, on n'allume pas de lumière le soir. Hmm. Qu'est-ce que vous avez vu à Kharkiv? Hier, vous avez vécu un bombardement dans votre quartier? En fait, dans mon quartier, ça a été aujourd'hui, ce matin. La nuit s'est passée plus ou moins calmement et je m'apprêtais à partir. On s'est entendu pour partir à 8 heures du matin et à peu près à cette heure-là, j'ai entendu une énorme explosion. Je n'avais pas encore entendu d'explosion pareille, bien qu'elles aient été nombreuses déjà. Je me suis cachée dans le couloir, après encore des bruits d'explosion et après j'ai appris que le centre de Kharkiv, la place de la Liberté, a été frappé par une bombe de l'avion et c'était vraiment terrible. Comment vivent Euh, les habitants à Kharkiv? On imagine qu'ils sont terrés chez eux depuis maintenant plusieurs jours. Ils essaient de protéger leur famille. Comment ça se passe pour les habitants de cette ville? euh, C'est différent. Il y a des habitants qui sont vraiment dans des situations difficiles déjà. Il y a des petits-enfants, des nouveau-nés qui ont besoin d'aide, qui n'ont ni de nutrition pour des bébés, ni de médicaments nécessaires. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent sans médicaments, des personnes qui sont dans les hôpitaux, des personnes malades. Euh, et il n'y a pas beaucoup de produits. Hmm. Presque tout le monde a peur de la famine Ouais. qui peut Anastasia, arriver. la peur de la famine, et on rappelle ce chiffre selon l'ONU, 10 millions d'Ukrainiens qui vont avoir besoin d'une aide humanitaire très rapidement. C'est très dangereux de sortir aujourd'hui, quel que soit l'endroit où l'on habite en Ukraine. Ça l'est encore plus quand on vit à Kharkiv. Vous avez fait le choix de prendre la route pour rejoindre ce village. Vous avez mis 3 heures. Racontez-nous comment ça s'est passé sur le trajet. Alors, après les bombardements, quand ça s'est un peu calmé, mais on ne peut pas dire calmé, mais on n'entendait plus d'explosions, on a décidé quand même de partir, de prendre la route parce qu'on était prêts. Je suis sortie, il y avait de la fumée sur ma maison parce que derrière un commissariat militaire, il a été frappé par un missile apparemment et il brûlait. Et l'ambiance était terrible. Il y avait des voisins et tout le monde me disait qu'il ne fallait pas partir à ce moment-là parce que c'était dangereux. Il y avait des gens qui couraient autour. Je voyais des débris de verre. Mais quand même, mon ami est venu et on a décidé de partir. Est-ce que vous avez rencontré Euh, des points de contrôle, des barrages, des checkpoints? Est-ce qu'ils étaient ukrainiens? Est-ce qu'ils étaient russes? oui, on a rencontré quelques points de contrôle ukrainiens, seulement ukrainiens. Heureusement, c'était des militaires ukrainiens qui ont vérifié nos passeports, qui nous ont regardés dans les visages et ils nous ont laissé passer. Euh, Quel est votre sentiment ce soir avant de vous dire au revoir et de vous souhaiter aussi un bon courage? Est-ce que vous avez peur pour votre vie ce soir, même si vous disiez que le village a priori dans lequel vous êtes est plus à l'abri, si l'on peut dire? Quand on s'est éloigné de Kharkiv, on s'est senti plus en sécurité, mais quand même ici, l'ambiance n'est pas tout à fait calme. Les gens sont aussi, ils vont dans les, comment dire, Les ils abris? s'organisent pour Hmm, l'autodéfense. hmm. Il y a la défense locale ici aussi. La fille qui nous abrite, elle fait partie des bénévoles. Elle s'occupe tout le temps des médicaments, des choses comme ça. Voilà, donc les gens sont Merci. aussi mobilisés.
Merci. Merci beaucoup Anastasia d'avoir pris le temps de témoigner en direct sur TV5 Monde, donc en direct de ce village qui se trouve près de Kharkiv. Merci à vous. Le président Zelensky a dénoncé un crime de guerre dans cette ville de Kharkiv qui a été bombardée. Les taux, on vous le disait, se resserrent sur Kiev. On fait le point sur la situation avec Mathieu Sarfati. Une impressionnante colonne de chars et de blindés fonce sur un objectif, Kiev. Des images satellites qui laissent envisager une opération d'ampleur de l'armée russe pour prendre le contrôle de la capitale. Moscou, bien aidé dans son projet d'encerclement par son allié biélorusse, situé à quelques dizaines de kilomètres seulement de Kiev. Plus à l'est, Kharkiv est pilonné par l'armée russe depuis plusieurs jours. Un missile a même soufflé ce mardi un bâtiment officiel de la deuxième ville d'Ukraine. L'armée de Poutine a également ouvert un front important au sud. Les villes de Berdiansk et Kherson, qui comptent plus de 100 000 habitants, seraient passées sous contrôle russe. Arrivées par la Crimée, les troupes se sont massivement déployées le long des côtes de la mer Noire et de la mer d'Azov. Ce mardi, elles ont pu réaliser la jonction et contrôlent désormais la majeure partie de l'est de l'Ukraine. L'ouest du pays semble pour le moment encore relativement épargné par l'offensive russe. L'ambassade de France a donc décidé d'y transférer ses bureaux à Lviv, près de la frontière polonaise. D'après les experts militaires, Moscou se prépare à des attaques simultanées et de grande envergure pour faire tomber le régime ukrainien. Et Dimitri Minik, spécialiste de la Russie, est toujours avec nous. Installer un pouvoir acquis à Moscou, c'est semble-t-il l'objectif de Vladimir Poutine. La question qu'on se pose ce soir, c'est la population acceptera-t-elle ce régime imposé ? Probablement pas. Il est même possible qu'à l'ouest de l'Ukraine, finalement, on se retrouve avec une situation un peu en miroir que celle du Donbass, cette fois-ci avec des pro-gouvernements, des pro-ukrainiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire guerre civile? Et probablement une guerre civile. Ce qui est vraiment frappant, je trouve, dans cette invasion russe de l'Ukraine, c'est à quel point elle est contre-productive pour les objectifs même de Vladimir Poutine. C'est un isolement des relations internationales, un isolement il est mis au banc des nations, c'est le réveil de l'Union européenne, c'est le renforcement du bloc euro-atlantique, c'est plus d'OTAN, plus que jamais à ses frontières. Et donc, mais ce type de coup de force n'est pas nouveau dans l'histoire russe soviétique. Ouais. On le voit avec par exemple le blocus de Berlin en 1948 qui avait débouché sur la création de l'OTAN. La Pologne faisait part hier de ses inquiétudes. Le Premier ministre Morawiecki n'écartait pas qu'une Russie de Vladimir Poutine attaque la Pologne. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine irait jusqu'à la Moldavie, jusqu'à la Géorgie pour créer un rempart, selon lui, contre l'OTAN? Alors, selon moi, il y a deux éléments qui créent beaucoup d'imprévisibilité. Le premier, c'est l'exigence de Vladimir Poutine de faire reculer l'OTAN avant les frontières aux frontières de 1997. Donc, indirectement, pourquoi cette date? Ça laisse présager, puisque c'était avant l'élargissement de l'OTAN massif à l'Est. Et le deuxième point qui rend l'opération russe et surtout les intentions de Vladimir Poutine très imprévisibles, c'est que cette invasion, elle rompt avec la pensée stratégique russe telle qu'elle a été élaborée depuis 30 ans et qui se concentrait essentiellement sur le déploiement d'une stratégie indirecte, donc avec des moyens militaires indirects et des moyens non militaires. Et donc par exemple par exemple, ce qui s'est passé en Crimée, par exemple, ce qui se passe en Ukraine depuis 8 ans, c'est-à-dire une guerre indirecte avec des attaques informationnelles, cybernétiques, avec une guerre hybride, alors que là on est dans une guerre conventionnelle. On ne peut pas dire que la 22e armée du monde, l'Ukraine qui affronte la deuxième puissance militaire du monde, se soit équilibrée, mais c'est une guerre en tout cas plus classique. C'est ce qu'on appelle une lutte armée interétatique que les stratégistes russes depuis 30 ans voulaient absolument éviter en réalité. Ouais. Ils faisaient tout pour... Et pourquoi il y a eu ce point de bascule? Eh bien, ce point de bascule, c'est à mon avis très lié à la perception que les élites politico-militaires russes ont de l'environnement stratégique. Une perception très hostile en fait. Une position ce que vous disiez tout à l'heure, très hostile et caricaturable et souvent teintée de croyances conspirationnistes. Et c'est un vrai problème. Et vous êtes spécialiste de la stratégie militaire, de l'appareil militaire russe, dont vous nous parlez beaucoup ce soir forcément. J'aimerais vous montrer le visage d'un homme. C'est un chef religieux, le puissant patriarche Kirill, vous allez le voir. Il est prudent, c'est le moins qu'on puisse dire depuis le début de l'invasion russe. Il va même plus loin. Il parle de force du mal en face de la Russie. Il dit que le Seigneur préserve la terre russe, une terre dont font partie aujourd'hui la Russie,
l'Ukraine et la Biélorussie. C'est un religieux très politique. Oui, oui, tout à fait, mais il fait partie de ces outils d'influence culturelle, spirituelle et religieuse que la Russie a pris en main et a mis en place depuis de nombreuses années maintenant. Et effectivement, il prône une vision très rétrograde de la religion et très nationaliste. Nationaliste, mais ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a presque un côté, comment je pourrais dire, peut-être pas messianique, mais religieux. Est-ce qu'il y a un enjeu, quand Vladimir Poutine dit l'Ukraine, c'est le berceau de la Russie, est-ce qu'il y a un sentiment comme ça de fibre religieuse? Oui, mais vous savez, là encore, on est dans une constante de l'histoire russe. L'Union soviétique, elle aussi, se croyait avoir un destin absolument unique et en tant que phare des travailleurs contre les impérialistes, les impérialistes. Et là, la Russie, évidemment, reprend cette dialectique en l'habillant différemment. Et au fond, avec des arguments qui proviennent notamment des théories géopolitiques, avec l'idée que la Russie est le centre du monde sur le plan géopolitique, le plus grand territoire du monde, et puis celle qui a le plus de ressources naturelles du monde. Tout ça matiné, évidemment, d'éléments orthodoxes, spirituels et religieux. Merci beaucoup, Dimitri Minik, pour votre éclairage. Merci à vous.